Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au mode projet. Comme nous avons pu l'évoquer dans la vidéo d'introduction, vous allez suivre un dispositif de formation au projet, une manière de travailler de façon collaborative pour résoudre des problématiques ciblées. Ce mode projet est donc une organisation spécifique du travail avec ses caractéristiques propres, ses avantages et ses inconvénients. L'enjeu du programme que vous allez suivre est tout autant de résoudre le défi qui vous a été soumis que d'apprendre, chemin faisant, la gestion de projet par le design. Pour faciliter la compréhension de ces savoirs et savoir-faire, nous avons identifié 3 niveaux d'apprentissage. Le processus suivi pour mener un projet de design. La posture ou l'état d'esprit des porteurs de projet, c'est-à-dire vous. Et enfin, les pratiques, c'est-à-dire comment aborder concrètement la pratique du projet et les outils de conception qui y sont liés. Premièrement, les processus. Le processus de design relève d'une forme d'exploration créative de l'inconnu qui est différent d'un processus classique de résolution de problèmes. En effet, le plus souvent, et c'est le cas en particulier dans le design de services publics, on a affaire à des problèmes ouverts ou complexes, ce que nous avons appelé les wicked problems, comme on l'a vu en séance d'introduction. On est donc amené à traiter des problèmes systémiques, à travailler dans des écosystèmes avec de nombreuses parties prenantes, à inventer de nouvelles solutions pour répondre à des enjeux critiques, au périmètre parfois global, afin de pouvoir agir dans une perspective de transformation du monde. Pour désigner cette activité d'exploration et la distinguer des activités de résolution de problèmes traditionnels, on parle de conception innovante, par opposition à la conception réglée. La conception réglée, ou résolution de problèmes, cherche à améliorer de manière progressive des objets au sens large, c'est-à-dire des produits, des services, des technologies. Dans ce type de conception, on connaît à l'avance le périmètre du projet, les résultats qu'on veut obtenir, les connaissances dont on va avoir besoin et les ressources nécessaires et disponibles pour le faire. Par exemple, si mon problème c'est d'accélérer la vitesse de rotation d'un moteur, je connais le périmètre. La pale du moteur, la résistance des matériaux, les types de motorisation, les types de matériaux employés. J'ai besoin de connaissances qui sont identifiées, la mécanique, l'ingénierie des matériaux, l'ingénierie industrielle, la mécanique des fluides. J'ai des ressources prévisibles, dire voilà mon enveloppe budgétaire pour pouvoir améliorer ce moteur, et puis des dates limites pour pouvoir le faire. Ces méthodes relèvent de la gestion de projet au sens classique, c'est-à-dire qui consiste à organiser les tâches dans le temps et les ressources pour parvenir à un objectif connu à l'avance. A l'inverse, la conception innovante ou l'exploration est tournée vers l'inconnu. Le projet cherche à satisfaire des attentes qui ne peuvent pas être définies au début du projet, car elles vont se dévoiler et finalement se construire au cours de l'exploration. Exemple, avec cette problématique, comment faciliter l'accès aux démarches administratives des personnes en difficulté sociale ? Les réponses sont multiples et il faut bien sûr étudier le problème pour imaginer des solutions intéressantes. On ne va pas pouvoir trouver une solution, un cadre de solution dès le départ, comme ça, à blanc. On n'est pas du tout dans la même nature de problème puisqu'on ne sait pas quel est l'objectif, ce dont on va avoir besoin, qui cibler, quelle technologie, quelles sont les parties prenantes. C'est l'objet même de la démarche que de comprendre ce qui est nécessaire de mettre en place et comment le mettre en place. Les cadres traditionnels de gestion, d'évaluation et les réponses habituelles sont donc inefficaces pour comprendre et résoudre ces problématiques complexes. Dans ce cas, le projet de design permet donc de réaliser une exploration créative en identifiant un bon point d'entrée, une bonne problématique qui permet donc du coup de mieux définir la question au fur et à mesure que l'on avance. On va donc imaginer et régler le problème au fur et à mesure de l'avancée dans la connaissance. Le processus vise donc à définir la bonne question et y apporter une forme de réponse. Du point de vue de votre projet, cela signifie que vous allez être jusqu'au bout dans une forme d'incertitude et d'inconnu. Vous ne savez pas au début ce que votre projet va être à la fin. Et c'est tout l'enjeu de votre travail. Alors certes, cela peut être désagréable et déroutant, mais rassurez-vous, vous serez accompagné dans votre parcours. Pour cela, le semestre est donc structuré en phases avec des moments de recherche. On appelle ces séquences des séquences de divergence. On cherche, on ouvre les champs d'exploration. Et puis des moments de cristallisation, de synthèse, de choix. On appelle ces séquences des séquences de convergence, où on limite en fait les possibilités, on choisit. Et on vous propose bien sûr des outils pour naviguer dans cette complexité et cet inconnu.
Vous serez également accompagné par vos coachs. Deuxième niveau d'apprentissage, la posture. Du point de vue du prisme du design que nous avons choisi de prendre pour cette méthodologie, il est important de savoir que les designers privilégient une approche sensible, c'est-à-dire attentive à la matérialité des choses et aux relations entre les choses et les personnes et entre les personnes entre elles. C'est une approche qui est inspirée à la fois d'essence sociale, avec un regard sur les relations sociales, sur le ressenti, sur le sens, la symbolique, la sémiotique et l'esthétique des objets. Et c'est aussi inspiré des sciences techniques, puisqu'un designer va s'intéresser à la production, aux chaînes de production, à l'appareillage technique, à la maintenance des objets. Et puis enfin, c'est aussi une posture qui est critique, qui a pour ambition d'améliorer l'habitabilité du monde, comme le dit Findley, et qui assume une volonté de transformer un état des choses vers un état préférable. Il est systématiquement question d'améliorer, d'imaginer des choses qui sont meilleures. Reste à définir le meilleur. Du point de vue du travail, c'est une posture collaborative qu'on vous demande au cours de ce semestre. Elle est participative et interdisciplinaire, c'est-à-dire au croisement entre plusieurs mondes et perceptions du monde. On s'intéresse en général à des situations extérieures à nous, à un autre qui est usager, citoyen, éventuellement client, dont on veut comprendre le quotidien, les usages, les besoins, les envies. C'est quelque part ce qui différencie l'art du design. On met sa créativité au service des autres. Au cours de ce semestre, on va également travailler en équipe, avec des représentants d'autres métiers qui sont à l'intersection entre des expertises très différentes, des systèmes d'information, des politiques publiques, de l'ergonomie, des sciences de gestion, de l'économie, des sciences sociales. Le but d'un porteur de projet est d'organiser différents points de vue et d'expertise de manière à pouvoir comprendre dans sa globalité un sujet, ensuite choisir un axe pour le traiter. Troisième point, on est dans une posture qui est créative. La créativité se définit théoriquement comme une séquence de pensée et d'action qui mène à une solution à la fois nouvelle, mais surtout adaptée au contexte. Pour citer Albert Einstein, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Autrement dit, c'est la capacité à faire des liens et à mobiliser ses connaissances d'une manière non traditionnelle pour générer des idées nouvelles. Alors, nous sommes tous créatifs dans la vie quotidienne. On trouve facilement un moyen de caler un meuble avec du carton, on imagine des scénarios, on planifie ses vacances, on bricole, on détourne des objets, des logiciels. Par contre, c'est tout à fait différent de mobiliser cette capacité sur des sujets inconnus, complexes et qui sont extérieurs à nous. Les métiers de la conception, en particulier les métiers du design, ont développé des formations et des méthodes qui accroissent et quelque part industrialisent la créativité en même temps que la capacité à collaborer sur un projet. Les études en sciences du management et en sciences cognitives montrent par exemple que les designers mobilisent particulièrement l'ouverture d'esprit, une certaine plasticité ainsi que la capacité à communiquer et un certain sens critique. Cette capacité, qu'on appelle parfois l'idéation, mobilise le lobe occipital et pariétal, c'est-à-dire les zones qui génèrent l'abstraction, en opposition au lobe frontal qui gère les contraintes matérielles. Or, le stress inhibe ces parties et réduit de ce fait les croisements aléatoires qui peuvent générer des idées. Par conséquent, un comportement et un environnement accueillant sont plus favorables à la création qu'un environnement stressant. Quand une bête sauvage vous attaque, vous avez plus tendance à courir en fait. Autrement dit, pour mener à bien votre projet et collaborer au mieux avec votre équipe, il est primordial de limiter les comportements négatifs et les situations stressantes. Il est donc préférable d'être ouvert aux autres, d'installer un climat de bienveillance, c'est-à-dire d'accueil des idées des uns et des autres, de confiance collective, sans pour autant chercher absolument à éviter le conflit. Nous allons très rapidement aborder un point de sciences cognitives par rapport à la posture, à l'état d'esprit qu'on demande pour faciliter la créativité, c'est-à-dire l'émergence de nouvelles idées. Car on le sait, vous le savez, le travail sur projet en groupe pluridisciplinaire peut amener à des conflits liés à la perception du projet, de la solution ou de la méthodologie à employer, notamment du fait des différentes expériences et expertises qui coexistent au sein du groupe. Vous venez d'univers différents et c'est normal. Ces différences de point de vue, qui s'expriment parfois sous la forme de conflits, sont à la fois inévitables et absolument nécessaires, car ils ouvrent de nouveaux espaces de réflexion au-delà des cadres traditionnels d'évaluation. Les travaux en innovation montrent en effet que c'est cette dissonance, ce conflit des points de vue, qui, loin d'empêcher l'innovation, sont même la source de celle-ci.
Car si on est en désaccord, alors il n'y a plus de consensus, de certitude sur ce qu'il faut faire, et donc on se pose vraiment la question de ce qu'il faut faire et de ce qu'on peut réinventer. Dans cette perspective, certaines postures sont à privilégier pour s'assurer de la qualité des relations au sein du groupe, de l'aboutissement du projet et aussi de la résolution des conflits. Il ne s'agit pas de se transformer en baba-cool, ni de rejouer Game of Thrones, mais plutôt de permettre aux idées peu orthodoxes de se développer sans subir tout de suite une critique négative. C'est également préférer le test d'une idée et la preuve par rapport à la présupposition et à la croyance. C'est enfin critiquer, remettre en question et en perspective les codes et habitudes actuelles. Il ne s'agit donc pas de diminuer votre sens critique, mais plutôt de vous autoriser des chemins de pensée nouveaux. Il ne s'agit pas de trouver un compromis au milieu, mais plutôt de réinventer des idées et solutions qui font sens pour tout le monde, même si elles grattent un petit peu au début. Dernier point, nous allons maintenant nous intéresser aux pratiques. Durant votre projet, vous allez osciller en permanence entre des moments de formulation et de formalisation de votre projet. On l'a vu à l'instant, le design remet en question l'ordre des choses, les manières de faire habituelles pour tendre vers un mieux qu'il est nécessaire de qualifier pour le rendre réel. Il y a donc deux opérations. La première, formuler, c'est définir le bon niveau de question, le problème, vos intentions pour répondre à la problématique, au défi qui vous a été posé. Le deuxième, formaliser, c'est réaliser des supports de raisonnement, des outils qui viennent re-questionner le problème ou vous aider à collecter des données, ou bien des pistes de solutions. C'est aussi formaliser des prototypes qui mettent à l'épreuve vos questions et vos idées pour le donner à voir à d'autres personnes. C'est donc une façon particulière de formaliser des problèmes mal structurés par un travail de cadrage, recadrage permanent, ce qui permet de matérialiser des propositions de solutions, des dessins, des prototypes, des maquettes, avec un souci évident sur la forme, sur l'esthétique des choses. On va donc vous demander de faire des choses, de bricoler, de produire de la matérialité, des choses qui ne sont pas que du texte ou de la pensée, mais qui l'incarnent. Et ces deux opérations, formuler et formaliser, vont s'influencer mutuellement. C'est ce qu'on appelle une démarche itérative. L'expression d'un problème va amener à proposer une solution que l'on va tester et qui va peut-être faire apparaître de nouveaux problèmes. Et ainsi de suite jusqu'à une situation satisfaisante. Quelque part, on apprend en faisant. Cela nécessite de dépasser les effets de fixation et de ne pas rester sur une première intuition ou une première solution, mais de la dépasser et de la remettre en question. Nous développerons l'ensemble des outils mobilisés au sein du corpus de vidéos que vous retrouverez dans la description de celle-ci. Pour conclure, le travail en mode projet n'est pas linéaire. Il se rapproche plutôt d'une course d'orientation. Parfois on est perdu, on revient en arrière, on ne sait pas toujours où on va, mais c'est normal. Il faut comprendre quand se laisser porter, se perdre un peu et revenir éventuellement sur quelque chose de concret. Pour cela et pour vous guider, le lien avec vos encadrants est primordial. Ils vont pouvoir comme ça vous recadrer, vous guider si vous avez besoin, mais aussi vous protéger de vous-même ou des exigences des partenaires qui voudraient peut-être avoir des résultats concrets et rapides. Pour toute question, n'hésitez pas à solliciter vos coachs donc, ou à vous connecter à l'une des séances de questions-réponses ou éventuellement à nous contacter par mail. L'ensemble des ressources, citations et liens vers les autres vidéos est inclus dans la description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.